Chers amis, je voudrais d'abord remercier la librairie La Procure de nous accueillir pour cette soirée consacrée au dernier livre de Rémi Brague, La profondeur du présent. Et ensuite, vous remercier, vous tous, d'avoir répondu présent à notre invitation. Quelques mots au sujet de ce livre. Quand j'ai proposé ce livre d'entretien à Rémi Brague, il y a un peu plus d'1 an, j'avais une idée simple en tête. Je le connaissais pour l'avoir interviewé à plusieurs reprises pour Famille chrétienne. Pour avoir lu ses principaux livres, j'en citerai 3. Europe, la voie romaine, Modérément moderne et Sur l'islam. Il y en a bien d'autres. Je constatais que c'était un érudit qui développait une pensée profonde, originale, de manière souvent assez drôle. Et je remarquais en même temps, dans mon entourage proche et moins proche, à quel point il était peu connu du grand public. Je vais donc vous le présenter brièvement. Rémi Brague est philosophe et historien des idées, spécialiste de la philosophie du Moyen-Âge, ce qui l'a conduit à s'intéresser à la civilisation islamique. Mais il a bien d'autres cordes à son arc, notamment une réflexion sur la modernité et ses impasses. Il a enseigné la philosophie à la Sorbonne et la philosophie des religions européennes à la Ludwig-Maximilians-Universität de Munich. Il a été élu à l'Académie des sciences morales et politiques en 2009. Donc, le premier but de ce livre est donc de le faire connaître auprès du grand public cultivé, s'intéressant aux enjeux intellectuels de notre époque, et surtout de mieux faire connaître sa pensée. L'objectif ultime étant de mieux comprendre le monde qui nous entoure. Je lui ai donc posé des questions, je l'ai assassiné de questions sur lui, sur son parcours, sur la pensée grecque, sur l'Europe et la chrétienté, sur l'islam, sur la Renaissance, sur la modernité, sur la démocratie, celle des Grecs et la nôtre, sur le wokisme et même sur Tintin, dont il est féru. Donc je vais vous poser quelques questions et ensuite on passera la parole à la salle. Et la première question, pour peut-être expliquer aux gens qui sont là, le titre qui est mystérieux, c'est son charme d'ailleurs, la profondeur du présent. Qu'est-ce que vous entendez par là ? Tout simplement que ce que nous vivons actuellement, ce que nous connaissons, ce qui nous arrive, n'est pas né d'hier, ni même d'avant-hier, mais suppose toute une profondeur, suppose toute une stratification de sédimentation que j'ai essayé d'explorer dans ce bouquin. Enfin, nous sommes tous des héritiers de ce que j'ai raconté. Je regrette simplement de ne pas avoir pu commencer plus tôt. Il y a un petit quatrain de Goethe qui dit celui qui n'est pas capable de se rendre un compte de 3000 ans reste sans expérience dans l'obscurité et doit vivre au jour le jour. Alors j'aurais préféré pouvoir commencer avec l'ancien empire égyptien, c'est-à-dire non pas il y a 3000 ans, mais il y a 5000 ans. Donc ce livre est assez... est né d'hier quasiment, puisqu'il n'envisage que 3000 ans d'histoire. Alors que les choses ont commencé, on peut se demander quelles choses ont commencé bien avant. Donc c'est cette profondeur que j'ai essayé de restituer, de donner l'impression que chacun de nos pas fait vibrer sous nous une caverne très profonde qui est la caverne de l'histoire, et spécialement de l'histoire des idées, puisque je ne suis pas historien. Contrairement à... Il y a des gens qui me font l'honneur de me considérer comme un historien, ce n'est pas le cas. Hein. Je suis un petit peu historien des idées, mais je serais bien incapable d'aller au charbon des archives et d'en tirer une lumière nouvelle sur des quantités de choses, histoire politique, histoire économique, histoire sociale, histoire... Enfin voilà, donc c'est assez limité, mais grâce à Charles-Henri, j'ai eu de bonnes questions et j'ai essayé de faire de bonnes réponses. Vous en jugerez. Merci. Il y a une question qui m'est venue après ce livre. Vous analysez différents courants de pensée, des plus anciens aux plus récents. La question, c'est est-ce que vous pensez qu'il y a des courants de pensée qui sont véritablement nouveaux, ou est-ce que tout a été dit, notamment par les Grecs,
Je pense par exemple au wokisme, qui est quand même une pensée très très étonnante. Est-ce qu'on peut en trouver des racines chez nos ancêtres, ou est-ce que c'est quelque chose d'entièrement nouveau? Il y a quelques réflexions fort intéressantes de Bergson à ce sujet. Lorsque l'on regarde le monde présent et qu'on y cherche des conséquences d'événements antérieurs, on en trouve toujours. On en trouve toujours parce que, justement, notre expérience d'aujourd'hui fait apparaître dans le passé des choses que l'on n'avait pas vues jusqu'à présent. Alors, par exemple, pour prendre l'exemple du wokisme, on peut peut-être dire que la pensée décoloniale, qui est une des parties de ce mouvement un petit peu nébuleux, et dans lequel il y a à boire et à manger, comme on dit, on peut trouver des racines de cela chez Hérodote. Pourquoi pas? L'historien grec, donc, qui s'est donné la peine d'écrire non seulement sur l'histoire grecque, mais sur la culture, disons, de tous les pays que les Persans, contre lesquels les Grecs se débattaient, avaient conquis. Donc il y a une partie sur l'Égypte, il y a une partie sur la Perse, bien entendu, il y a une partie sur les Scythes, donc tout au nord, enfin, un petit peu l'Ukraine actuelle, d'une certaine façon. Et de cette façon, il en arrive à prendre une certaine distance par rapport à son expérience grecque, enfin, son expérience native, si je puis dire. Alors on peut dire qu'il y a, enfin, si l'on veut bien chercher des ancêtres, on va trouver effectivement un peu tout chez un peu tout le monde. Donc c'est pas tellement ça que j'ai essayé de faire, j'ai pas essayé de montrer l'actualité des pensées anciennes, mais plutôt de les considérer en elles-mêmes, j'ai plutôt essayé de les considérer en elles-mêmes, dans ce qu'elles ont de différent, parfois d'un peu surprenant pour nous, et de restituer ce qui était pour eux important, qui n'était peut-être pas ce qui est important pour nous. Dans le livre, je vous pose la question sur les philosophes. Je vous demande ce que c'est qu'un philosophe. Là, j'aimerais savoir comment est-ce que vous considérez la philosophie. Peut-être qu'à une époque comme la nôtre, où sur le plan économique, il y a une envie, un peu une sorte de catastrophe, certains seraient tentés de se demander si, au fond, l'urgence, c'est l'économie, et la philosophie, ma foi, on verra ça plus tard. Et qu'est-ce que vous pourriez dire sur sinon l'utilité, la nécessité de philosopher? Là, vous me demandez de plaider pro domo, de défendre mon beefsteak, si je puis dire. Bon, même si c'est pas un beefsteak très gras, bon. Eh bien, je crois qu'il est quand même très important de prendre conscience non seulement de l'importance des questions philosophiques, mais des questions, disons, intellectuelles d'une manière générale. Contrairement à une tendance, justement, qui est le dernier avatar d'un marxisme mal digéré, et qui nous fait croire que ce qui est vraiment important, ce qui est vraiment déterminant, c'est l'économie. It's the economy stupid, disait le président Clinton, bon, qui n'était pas très malin lui-même d'ailleurs. Enfin bon, c'est comme ça. En fait, les idées, conformément à leur étymologie grecque, sont des façons de voir. Et les idées nous font voir le monde. Et c'est elles qui nous font nous imaginer ou nous représenter que nous vivons dans un certain monde qui a certaines caractéristiques. Alors aujourd'hui, c'est plutôt les médias qui jouent ce rôle et qui nous expliquent ce qu'il faut voir. Ce sur quoi il faut tous les saints que je ne saurais voir. Bon. Donc le philosophe est quelqu'un dont le métier est un petit peu de casser tout cela et d'essayer de récupérer un regard propre sur la réalité. Sans quoi, la philosophie ne vaudrait pas une heure de peine, comme dit Pascal quelque part. Si elle ne nous aide pas à voir le monde
tel qu'il est et à le voir en profondeur. J'assume mon titre, si je puis dire, même si ce n'était pas le premier auquel nous avions pensé. Je crois que c'est important de voir que derrière toutes les déterminations économico-sociales que nous pouvons avoir, il y a toujours une façon de voir les choses, de distinguer ce qui est important et ce qui est secondaire, ce qui va durer et ce qui n'est qu'éphémère. Et pour ça, je crois que la philosophie peut rendre des services. Vous êtes philosophe et vous êtes chrétien, vous le dites dans le livre, et il y a eu un débat au XXe siècle, peut-être pas seulement au XXe d'ailleurs, mais entre différents philosophes et théologiens qui étaient chrétiens et qui se demandaient s'il y avait une philosophie chrétienne. Certains disaient il y a une philosophie chrétienne et d'autres disaient il n'y a pas plus de philosophie chrétienne qu'il n'y a de mathématiques chrétiennes. Comment est-ce que vous vous inscrivez dans ce débat ? Du côté des gens qui disent qu'il y a des chrétiens qui font de la philosophie et qui en font plus ou moins bien, il y en a qui en font très bien, il y en a qui en font très mal. Il est difficile de faire abstraction de sa foi lorsque l'on essaye de penser le monde, mais la foi n'est jamais quelque chose qui vous dicte. D'ailleurs, c'est une... la foi est une œuvre de liberté de toute façon. Et le Dieu, en tout cas le Dieu chrétien, est celui qui frappe à la porte et qui entre si on lui dit « entrez », mais qui n'entre pas si on ne le lui dit pas. Alors, dans ce débat sur la philosophie chrétienne, qui a opposé des gens qui disaient non, comme Émile Breillet, un grand historien de la philosophie, et des gens qui disaient oui, comme Étienne Gilson, pour lequel j'ai une très grande admiration du reste et d'ailleurs, je serais plutôt du côté des gens qui disent il y a peut-être une manière chrétienne de faire de la philosophie, de même qu'il y a une manière chrétienne d'être dentiste ou d'être plombier. Mais les règles de l'art, ce qu'on appelle les règles de l'art, ou la déontologie médicale, ne dépendent pas directement de la foi. Il y a des manières, des méthodes, des procédés qui empêchent, par exemple, de confondre justement la plomberie et la dentisterie, contrairement à ce qui se passe dans une chanson de Boris Vian. Merci. Vous parlez de l'identité de l'Europe dans ce livre, suivant ce que vous disiez dans Europe, la voie romaine. Actuellement, il y a un livre qui fait pas mal parler de lui, celui d'Éric Zemmour, qui parle de l'identité de la France issue du christianisme. Ce que je voulais savoir, c'est est-ce qu'on peut en dire autant de l'Europe ? Est-ce que l'identité de l'Europe est issue du christianisme ? Et est-ce qu'il y a un risque de réduire le christianisme à une identité ? C'est le risque de ce que j'appelle, non pas dans ce bouquin-là, je ne sais pas si je reprends l'expression, mais c'est dans mon livre le petit livre sur l'Europe qui ne me rajeunit pas, parce qu'il date de 92 pour la première édition, et de 99 pour la dernière, qui est l'édition de poche, et donc Né Variéture, ce que je regrette, parce que j'aurais aimé ajouter encore des choses. Je forge là-bas le mot, l'adjectif assez disgracieux de christianiste. Le christianiste est celui qui ne croit pas au Christ, ça c'est le chrétien, mais qui croit au christianisme, qui croit que le christianisme a joué dans l'histoire de l'Occident un rôle positif, qui défendra éventuellement la civilisation chrétienne, ou encore, j'aime pas l'expression, les valeurs chrétiennes. Quand j'entends parler de valeurs, je sors mon revolver d'habitude. Mais ce qui est important de voir, c'est que le christianisme ait joué un rôle important et même déterminant dans l'histoire de l'Europe, je ne vois pas trop comment on pourrait le nier. Il se trouve que j'ai eu l'honneur de préfacer un livre d'un juriste, alors je ne sais plus quelle est sa nationalité, je ne sais pas s'il est israélien ou américain, enfin il porte une kippa, donc je soupçonne qu'il doit être plus ou moins juif. Ce livre s'appelle L'Europe chrétienne, une exploration, quelque chose comme ça. Il a écrit ça
en italien. J'ai jamais pu me procurer l'italien, donc j'ai dû le lire en allemand, mais j'ai écrit en français ma préface pour la traduction française. Bon, lui dit que l'Europe soit chrétienne, c'est évident, il n'y a pas besoin de le démontrer, il suffit de prendre un petit peu le métro. Enfin bon, dans le métro on ne voit pas tellement d'églises, mais enfin bon, il suffit de promener un petit peu en Europe. On verra que bon, il y a des églises partout, que la littérature est incompréhensible sans une connaissance minimale du christianisme. Même chose pour la peinture, même chose pour une bonne partie de la musique, etc. Bon, donc ça n'est plus à démontrer. La question qui se pose justement, c'est est-ce que on va se contenter, si je puis dire, d'être christianiste, ce qui ne mange pas de pain. Enfin, c'est tellement évident que ce rôle a été positif. Ou est-ce que l'on va essayer d'être aussi chrétien ? C'est-à-dire, est-ce qu'on va se dire ce qui était bon pour nos ancêtres, pas les ancêtres les Gaulois, mais les ancêtres d'un petit peu après, ce qui leur a permis de réaliser des avancées remarquables dans le droit, par exemple. Bon, ils ont pris le droit romain, mais ils ont quand même modifié ce qui concernait la condition de la femme et la condition des esclaves. Bon, un exemple entre mille. Donc, est-ce qu'on va se dire que ce qui a été bon pour nos ancêtres pourrait peut-être être bon pour nous aussi ? Donc, question à poser à nos contemporains et à chacun de nous. J'ai envie de vous poser une question d'actualité. Vous savez que Boualem Sansal a été libéré aujourd'hui. Je crois que vous l'avez rencontré une fois. Quel souvenir en gardez-vous ? Alors d'abord, j'ai appris sa libération il y a exactement 1h30. Je n'écoute pas tellement la radio régulièrement. Je suis évidemment très content. Écoutez, j'ai eu l'impression de quelqu'un d'une grande droiture. Quelqu'un qui aime la vérité. Ça semble évident. Enfin, on peut penser que nous aimons tous la vérité. Je dirais plutôt que nous aimons qu'on ne nous trompe pas. Mais aimer la vérité, c'est autre chose, parce que ça veut dire qu'on peut la préférer à soi-même. On peut la préférer à son intérêt, on peut la préférer à son confort. Donc, je crois que c'est ce qu'il a fait. Alors je suis vraiment très heureux enfin cette horreur se termine. Et je dois terminer par un petit peu de honte. Comment se fait-il que les Allemands y soient arrivés alors que nous, non ? Bon, alors peut-être ont-ils des arguments économiques plus forts que les nôtres. Toujours est-il que j'aurais préféré que ce fût, avec un accent circonflexe, nous qui y arrivions. Et dernière question en ce qui me concerne, quel est le sujet de votre prochain livre, si on peut en parler ? Vous pouvez en parler. Oui, écoutez, j'en ai reçu la version définitive corrigée par l'éditeur qui est des Clés de Brouwer il y a 2 jours. Alors, je leur ai renvoyé immédiatement. Ça va s'appeler L'homme pressé. Oui, je sais bien, pardon à Paul Morand, je lui ai piqué son titre. Enfin, c'est plus lui qui m'a piqué mon titre, mais hypocritement en avance pour qu'on ne l'accuse pas. Donc, voilà, c'est une réflexion sur ce que c'est qu'être pressé. Comment se fait-il que nous soyons l'être qui n'a pas de temps, l'être qui manque de temps, qui n'a pas tout son temps, des choses de ce genre-là. Enfin bon, c'est un essai, alors là, un peu philosophique, pas tellement d'histoire culturelle. Et puis alors, il y en a un autre qui m'a pris comme... comment rester poli, qui m'a pris brusquement, quoi. Bon, et qui serait sur la civilisation judéo-chrétienne.
Il se trouve qu'on m'a demandé, enfin, un journal catholique, un quotidien catholique, je ne dirai pas le nom, m'a signalé qu'il y avait une brave dame qui avait écrit un bouquin du titre, enfin pas un bouquin, c'est une plaquette, un truc que j'ai pu feuilleter ici d'ailleurs, qui s'appelle La civilisation judéo-chrétienne, anatomie d'une imposture. Oui, c'est une Madame Bessis que je ne connais pas du tout. Bon, alors je me suis demandé, je n'ai pas du tout l'intention d'écrire contre ce bouquin, mais d'examiner la question un petit peu plus à fond. Alors là, bon, en ce moment, là, je suis en train de lire des tas de choses et d'essayer d'écrire quelque chose dans lequel je rendrai justice à ce qu'elle dit, mais aussi j'en ferai justice. Enfin, j'espère. Voilà, donc c'est mes projets actuels, si Dieu me prête vie.